Bonjour, je m'appelle Johanna Hellgren. Je suis une autrice de bande dessinée et illustratrice suédoise qui vit à Stockholm. Il y a 10 ans, je travaillais pas mal en France et c'est là où je rencontrais Lisa Mandel, que je vais rencontrer aujourd'hui. Bonjour, je suis Lisa Mandel, je fais de la bande dessinée et en ce moment je viens de sortir un livre auto-édité qui s'appelle Une année exemplaire. Je suis en train de boire du Yano, c'est un faux café avec des graines torréfiées. Bonjour Lisa, ça me fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi, ça fait tellement longtemps, Ça fait des 5 ans, années. je pense. Oui, oui, En fait, j'ai oublié de présenter ma boisson. C'est le ah oui, dernier c'est goût vrai. de café, mais c'est aussi pour te faire honneur dans ton année exemplaire, je bois du kéfir aussi. Donc j'ai deux. Ah, très bien. D'accord. Ouais, ça me fait plaisir, mais bon, maintenant mon année exemplaire, elle est terminée, donc je bois des boissons un peu plus alcoolisées parfois. Mais Ah, toujours ça, du café, c'est resté une habitude. oui. Je me demandais justement comment tu vas après ton année exemplaire. Est-ce Eh que tu peux ben, d'abord raconter un peu ce que c'est ton année exemplaire pour quelqu'un qui n'a pas suivi? alors pendant un an, j'ai essayé de quitter toutes mes addictions. J'ai essayé de devenir une personne parfaite, un esprit sain dans un corps sain. Donc j'ai essayé d'arrêter de manger des conneries, comme on dit en France. J'ai essayé de manger sainement, de regarder que des chefs-d'œuvre au cinéma et de faire du sport et d'arrêter les jeux vidéo sur mon téléphone et d'arrêter les séries. Bref, j'ai essayé vraiment d'avoir une vie idéale pendant un an. Et j'ai un peu raté. Il y a des choses que j'ai réussi à faire. Voilà, donc c'était un gros défi pendant un an et j'ai produit une page par jour de bande dessinée. Oui, c'est ce qui me paraît le plus difficile, c'est de faire une page par jour. Oui, c'était très difficile parce que ben, une année c'est long et certains jours on n'est pas en forme, on est malade ou on est juste trop occupé, on a d'autres choses et devoir produire n'importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de devoir produire une planche, ça a été un exercice vraiment, c'était comme une performance artistique quoi, un peu, c'était extrême. Mais à partir d'un certain moment, je me suis fait aider. Donc, une fois par semaine à peu près, il y avait un invité qui dessinait pour moi, qui dessinait une page d'exemplarité à ma place. Ça a été les 3 derniers mois, peut-être les 3, 4 derniers mois, quand j'étais vraiment un peu au bout et je sentais que j'allais abandonner, que j'allais pas réussir à tenir mon défi si je me faisais pas aider. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a permis de vraiment pouvoir aller jusqu'au bout. Mais déjà, tu es une grande professionnelle, c'est comme tu as quand même réussi de faire presque tous les jours une Oui, page, soit qu'il parle de quelque chose de très triste, de tragique, mais il y a toujours, tu as toujours une chute à la fin, presque. Oui, bah, la vie, c'est comme ça, en fait. Parfois, on est content et certains jours, il se passe des choses tristes. Et les jours où ça allait pas bien, je l'ai dit. Mais après, toujours en essayant de mettre un peu quand même d'humour dedans. Ben oui, et s'il n'y a pas une chute, tu arrives à faire une chute de la manque de chute. Oui, une chute. Oui, je fais une chute en disant qu'il n'y a pas de chute. Mais c'est vrai que c'est un exercice vraiment, c'est comme se muscler le cerveau. Après, au bout de 300 fois, on a le réflexe. C'est très difficile, oui, de finir en 12 cases et toujours finir avec un petit pada. Bon, des fois, c'était plus ou moins réussi. Mais Oui, aussi, l'avantage d'avoir 400 pages, l'avantage d'avoir 365 jours, c'est que on peut se permettre d'être un jour moins bon et on n'a pas le temps de se dire j'étais mauvais, que c'est déjà le jour de faire l'autre. Donc, on est obligé ouais. d'avancer et ça, c'est pas mal. Mm. C'est très optimiste au début où tu as un schéma exact où qu'il faut terminer la page avant midi, c'est ça? Ah, j'avais fait un planning d'enfer. Oui, et ça a mal tourné. Au bout de 3, 4 mois, ça a commencé à mal tourner.
Puis, en fait, après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées qui m'ont court-circuité aussi mon projet. C'est que je me suis retrouvée dans la révolution au Liban. Et ensuite, eh ben, je me suis retrouvée dans la crise du Covid. Donc, je me suis retrouvée confinée comme tout le monde enfin, comme tout le monde en France, parce que la Mhm. Suède, c'est un peu une exception. Mhm. Donc, effectivement, ça a bouleversé complètement le programme de mon année. Parce que c'est quand même quelque chose qui a été énorme psychologiquement chez nous, en tout cas, et je pense dans Ouais. beaucoup de pays. Donc oui, ça raconte aussi l'arrivée de la pandémie. Oui, c'est ça qui est bizarre, un peu bizarre, mais intéressant quand il y a vraiment une année, les trucs que tu trouves importants au début, peut-être après, il se passe plein d'autres choses. Quand on pense à une année en avance, moi, je fais une carte de vœux en janvier qui était déjà très pessimiste avec des feux partout et blablabla. Et puis, arrivé février, il y avait quand même la surprise un peu. Oui, que c'était vrai en fait. Mais du coup, apparemment, c'était pas si facile d'être exemplaire. Tu n'allais pas du tout bien. Oui, en fait, c'était pas facile parce que l'addiction, c'est aussi quelque chose qui nous aide. Et je l'ai vraiment compris, c'est-à-dire qu'en arrêtant toutes mes addictions, je me suis retrouvée face à mes angoisses, à mes problèmes personnels, que j'essayais d'oublier en fait la plupart du temps en faisant des excès de séries ou n'importe quoi que je faisais qui était addictif. Et là, je me suis retrouvée en face de mes vrais problèmes. Et aussi, j'ai eu des gros problèmes avec mon épilepsie, puisque donc moi, je suis épileptique. Et je prenais depuis 1 an du CBD pour l'épilepsie parce que j'avais entendu que c'était bien. Et j'ai arrêté d'un coup et je pense qu'aussi c'était aussi lié à mon arrêt du CBD. Mais grosso modo, oui, je pense que j'avais plus d'endroit pour aller me détendre. Et que là, en ayant plus ça, je me suis mis à penser, et ça a créé des grosses angoisses en fait. Hmm. Oui, parce que tu as aussi enlevé tous les trucs qui te faisaient plaisir, un peu. Je mangeais toujours ce qui me faisait plaisir parce que je ne faisais pas un régime, mais c'est vrai que toutes les choses excessives, j'avais arrêté. Et du coup, mes journées, elles étaient un peu ennuyeuses parfois. Ça me manquait de me perdre dans la médiocrité. Voilà. Hmm. Tu es de nouveau en confinement, là. Oui, mais c'est Hmm. pas du tout le même confinement qu'en mars parce Hmm. que c'est beaucoup plus flexible et les gens ont décidé de pas suivre les règles aussi sérieusement qu'en mars. Au niveau créatif, ça a été très intéressant ce confinement parce que du coup, non seulement j'ai produit des choses, mais aussi j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. Du coup, j'avais fait ce projet de m'auto-éditer parce que j'avais envie de voir euh, comment ça marchait le livre de A à Z, mais Hmm. aussi pour voir si c'était rentable. J'avais toujours derrière la tête l'idée que si ça marchait, je pourrais peut-être faire quelque chose de collectif avec d'autres auteurs. Et j'ai monté un projet de maison d'édition qui est entre l'auto-édition et l'édition. Et Hmm. on a réussi à mettre autour du projet 10 auteurs, plus moi, qui se sont sentis motivés, qui avaient envie aussi d'essayer cette formule, mais elle est moins, ça fait moins peur que de le faire vraiment tout seul, puisque là, tu es entouré de gens, tu as des conseils, il va y avoir des gens qui vont nous aider pour la maquette. On va pas être tout seul, tout seul. La différence, c'est que tout le monde est payé au pourcentage des ventes, et il n'y a personne n'est salarié, il n'y a pas un éditeur qui a des locaux et des employés qui va nous donner un pourcentage. Là, c'est nous-mêmes qui devons gérer un certain nombre de choses, et les gens qui nous aident, ils sont plus des techniciens qui sont au service du livre comme nous, mais il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait de l'argent sur la société. Tout le temps, tout va être repartagé entre tout le monde, il n'y a pas de capitalisation. Tout le monde sera payé Oui, après. tout le monde Hmm. sera payé quand ça se vend. Il va y avoir un financement participatif pour chaque livre. Donc, il y aura une somme d'argent qui va être réunie au début pour financer l'impression et la livraison des livres. Et si on n'arrive pas à réunir la somme, le livre ne se fait pas et la personne reprend ses droits et elle part le faire où elle veut. Mais si elle dépasse les besoins, par exemple, si l'auteur il a besoin de vendre 500 livres pour payer l'impression et la livraison, mais qu'il en vend 1000, les 500 de plus, ça va lui revenir à lui. Ça va être comme une avance pour faire son livre. Il va avoir l'argent moins les pourcentages pour les gens qui l'ont aidé, c'est-à-dire le pourcentage pour le maquettiste, le pourcentage pour la personne qui va faire la correction orthographique, sauf si c'est lui qui fait. Mais s'il ne sait pas le faire, on trouve quelqu'un qui sait le faire et c'est l'autre personne qui touche de l'argent.
Et comme ça, on peut avoir peut-être 40-50% de droits d'auteur sur son livre, au lieu de 8-10% comme c'est le cas en France aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est du coup, on peut vendre beaucoup moins de livres et gagner plus. Donc, c'est quand même fou. Oui. Comme on dit en France, je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai toujours travaillé avec plusieurs éditeurs, ce qui fait que avec les éditeurs, j'ai toujours un rapport quand même très sain, où ils ne pensent pas que je leur dois des livres. Jamais. Ils savent depuis le début que j'ai travaillé ailleurs, que je vais encore travailler ailleurs. C'est selon le projet, je change. Donc ça donne une liberté morale, mentale, parce que l'auteur qui est tout le temps chez le même éditeur, ça peut être compliqué pour lui de changer d'un coup. Il a le droit en vrai, mais à part, bon, les contrats disent qu'on doit les favoriser, mais en réalité, ça n'a pas appliqué, heureusement. Je fais pareil, mais dans les maisons d'édition suédoises pour les livres pour enfants. Mais c'est pas grâce à moi, c'est parce que les auteurs sont dans plein de différences. Mais ça dépend ça dépend. Souvent, c'est l'auteur. S'il y a un illustrateur, un auteur, c'est l'auteur qui appartient, mais pas vraiment. Mais avant, c'était comme ça en France aussi. L'auteur, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il faisait une série où il faisait 20 tomes. Donc, il faisait toute sa carrière avec un personnage de BD. Et du coup, il restait tout le temps chez le même éditeur parce que Lucky Luke, il n'allait pas changer en plein milieu. Parce que moi, j'étais plutôt avec des éditeurs qui donnaient des bonnes avances. Hein. C'est pas énorme, mais moi, ça m'allait, je vivais correctement. Mais par contre, les contrats, ils sont toujours, il faut toujours les relire 10 fois, il faut toujours les faire relire à d'autres gens. Il y a toujours des clauses qui sont pas vraiment honnêtes et transparentes. Et ça, je trouve que c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent à l'éditeur. Juste, il le fait comme ça, il est sûr qu'il est bien dans ses avantages. Et ça, moi, j'aime pas parce que c'est pas une question d'argent, là, c'est une question de moralité, je trouve. Les auteurs, on n'a pas fait des écoles de gestion ou de comptabilité, on n'y connaît rien et ils profitent du fait qu'on n'y connaît rien pour nous, comment dire en France, pour nous enfumer, pour nous faire signer parfois. Moi, j'ai des collègues qui ont signé vraiment des contrats pourris, quoi. J'ai un souvenir que tu étais engagée dans la maison des auteurs, non, la maison des artistes. Non, j'étais au SNAC. Ah. Oui, j'étais à la GSA. La GSA, c'est juste que c'est la sécurité sociale des auteurs. Donc, on est obligé d'y être pour notre fiscalité. Mais moi, j'étais au SNAC, mais juste adhérente, parce que c'est un syndicat qui, entre autres, est le syndicat des auteurs de BD, mais il y en a d'autres. Tu n'étais pas une des... je ne sais pas s'il y a un board ou un truc comme ça. Non, jamais. Jamais. Moi, ce qui se passait, c'est que j'étais dans mon coin à réfléchir comme le méchant qui dit un jour je me vengerai. Et j'étais depuis des années en train de réfléchir à un plan, mais vraiment ça fait très longtemps. Depuis presque le début de ma carrière, un jour, je vais trouver une solution. J'ai accumulé des frustrations au cours de ma carrière et j'en ai voulu à des éditeurs et ça s'est accumulé. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le mettais dans un coin, je dis ah toi, c'était dans la petite boîte, puis je regardais mes souvenirs. Et comme ça a mûri pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sors en disant voilà, maintenant j'ai ce projet et je dis pas que ça va révolutionner la bande dessinée, mais au moins c'est dire aux éditeurs et à tout le monde, à toute la chaîne du livre, leur dire ah vous voulez rien changer, vous voulez que les auteurs de BD en aient toujours des droits tout petits alors qu'on vend de moins en moins de livres, vous voulez rien changer, bah alors nous on va sortir de votre système et on va monter notre propre système pour survivre. Et je pense que quand je suis arrivée avec ce projet, c'était déjà dans la tête de beaucoup d'auteurs, mais on est tous pris par notre travail, on doit toujours courir après les contrats et du coup comme je dis, le fait qu'on se soit regroupé, ça a donné un peu plus de courage à tout le monde. Mais même moi, hein, je pense que c'était dur mon livre toute seule et je n'arrêtais pas de me dire mais après je ferai un système, on sera à plus parce que j'ai vu tous les trucs qui sont épuisants en fait. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont contacté pour travailler sur le projet et des gens qui étaient déjà chez des gros éditeurs mais qui ont dit moi je veux t'aider, moi j'aime pas la manière dont on travaille dans mon entreprise. Il y en a plein, ils n'aiment pas du tout comment ça se passe. Ils n'aiment pas comment on traite les auteurs, ils n'aiment pas les contrats, comment ils sont signés. Là, les 10 premiers, il n'y a pas d'éditeur, mais par contre, on est en train de travailler avec une éditrice freelance et on va créer des labels où il y aura des directeurs artistiques parce que je pense que tous les auteurs ne peuvent pas fonctionner complètement tout seuls dans le milieu de la BD. Il y en a qui ont besoin d'un accompagnement, par exemple d'augmenter leur nombre de followers sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas du tout dans les réseaux sociaux. Or, ma structure, elle ne peut pas marcher si on est complètement inconnu dans les réseaux sociaux. Donc, c'est
prendre des auteurs qu'on aime et on va les accompagner pour qu'ils publient plus sur les réseaux, faire monter leur notoriété pour qu'après on puisse faire un crowdfunding dans la boîte. Mais tout ça, ça demande quelqu'un qui sélectionne les auteurs, qui a un œil, enfin un éditeur, quoi. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de croire à un auteur, de se dire celui-là, il peut faire quelque chose, d'avoir un œil artistique, de sélectionner et d'aider l'auteur au quotidien. Je pense que c'est très important. Mais pas dans les conditions qu'on avait. Voilà, moi, les conditions là, elles me plaisaient pas. Je préférais être toute seule que mal accompagnée. Voilà. Je comprends. Oui, tu parles déjà de ça un peu dans une année exemplaire. Oui, je compare la situation. Alors, c'est peut-être un peu dur, mais moi, je compare la situation avec la monarchie en France, quoi. Avant, au tout début de la monarchie, vraiment au début, le seigneur, il avait son château, il avait des fortifications et tous les gens allaient dans ses fortifications être protégés quand il y avait une guerre. Et en échange, le seigneur, il demandait une partie des récoltes, une partie de... Bon, il prenait beaucoup, mais les gens se sentaient protégés. On est arrivé avant la Révolution française, ça n'était plus comme ça. Les gens, le Seigneur ne les protégeait plus, mais il continuait de leur demander des parties de leurs semences, plein de taxes. Mais en échange, il n'y avait rien. Donc il y a eu une révolution. Et moi, je trouve que dans la BD, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, l'éditeur, il était très paternaliste. L'auteur avait juste à dessiner, à envoyer ses pages originales et tout était fait pour lui. On l'invitait en salon. L'éditeur, c'était vraiment à la papa, quoi. Mais l'auteur vivait très bien parce qu'on n'était pas très nombreux. Les gens vendaient facilement 20-30 000 livres par an. Du coup, ils gagnaient très bien leur vie et il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, on vend 10 fois moins à cause de la surproduction. Mais l'éditeur continue en fait de nous prendre les mêmes pourcentages sans proposer la sécurité de l'emploi qu'on avait avant. Donc pour moi, c'était obligé qu'il y ait une révolution maintenant. Soit l'édition, il faut qu'elle change de comportement et qu'elle repense à la répartition des droits et de l'argent. Soit, eh ben, je pense que des initiatives comme la mienne, ça va se multiplier dans le futur parce qu'on est quand même les créateurs de notre livre. Sans nous, il n'y a pas de livre. Alors que sans eux, il y a des livres. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'on sait faire, sans les éditeurs, on peut faire des livres. Ils seront peut-être moins bien, mais on les fera. Et moi, c'est ce rapport de force que je veux inverser dans la structure que je monte. Je pense que ça arrive à un point où on ne peut plus fermer les yeux et dire bah, tant pis, c'est comme ça, je fais le métier qui me plaît, je suis pauvre, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 45 ans et qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté, qui ne gagnent pas assez leur vie pour être autonomes. Ils sont obligés de vivre avec l'argent de leur conjoint parce que tout seuls, ils n'y arrivent pas, alors que ça fait 20 ans qu'ils travaillent et qu'ils travaillent tout le temps. Hein. Ils ne sont pas au chômage. Hein. Et c'est pas normal. On marche sur la tête, quoi. C'est pas... Et il faut dire que ça s'appelle exemplaire. Oui, c'est un peu ambitieux. En fait, c'est aussi un clin d'œil à ma BD que j'ai fait qui s'appelle Une année exemplaire. Et puis aussi parce que exemplaire, c'est un jeu de mots, puisque ça veut aussi dire un exemplaire de quelque chose, c'est un livre. Donc c'était marrant aussi, comme voilà, ça fait un petit jeu de mots. Mais dans le fond, on a vraiment envie d'essayer de faire quelque chose de juste, quoi, et d'équitable. Et ce sera quoi ton premier livre en exemplaire? Alors, mon premier livre pour exemplaire, ce sera une enquête de terrain sur la psychiatrie alternative à Marseille. Donc, tous les pionniers, tous les gens qui sont en train d'essayer des nouvelles choses pour éviter aux personnes concernées par la maladie psychique d'être hospitalisées et d'être dans la rue. Et donc, c'est plein d'initiatives qui sont axées rétablissement. C'est inspiré de méthodes qui ont été mises en place aux États-Unis dans les années 70-80, où en gros, on pense qu'il faut d'abord une maison pour aller mieux, il faut d'abord un travail pour aller mieux, et qu'en fait, on ne peut pas aller mieux si on ne travaille pas et qu'on n'est pas logé. Donc, c'est beaucoup d'initiatives de réinsertion, et puis aussi de penser que l'hôpital psychiatrique, il aggrave la pathologie. Donc, je vais faire une enquête là-dessus, qui sera un peu dans la continuité de ce que j'ai fait avec mes parents sur les hôpitaux psychiatriques il y a quelques années. Voilà, HP, qui veut dire donc hôpital psychiatrique, et qui raconte la carrière de mes parents dans les années 70. Et ensuite, j'ai rencontré un psychiatre il y a 2-3 ans, et j'avais fait une grosse enquête déjà sur un lieu à Marseille, mais le lieu n'a pas marché. Et donc, j'ai pas pu faire ma BD parce que tout s'est effondré, tout a raté. Mais là, j'ai décidé que j'allais faire une enquête plus large, et je vais la publier régulièrement, comme j'avais fait une enquête sur la jungle de Calais dans le nord de la France. Est-ce que tu as été invitée de faire le jungle de Calais ou c'est une idée de toi de commencer à raconter ça? Alors,
La jungle de Calais, en fait, je ne pensais pas faire un livre dessus. Moi, je voyais ça aux informations depuis des mois. J'étais très choquée, comme beaucoup de gens. Mais je trouvais que j'avais pas de légitimité à parler de ce sujet parce que j'étais pas du Nord. Personne que je connaissais était dans le camp. Et du coup, une fois, j'étais invitée à une émission de radio et il y avait un réalisateur de film qui s'appelle Laurent Canté, qui était invité aussi pour parler d'autres choses. Et il a raconté qu'il faisait des prises de vue dans la jungle de Calais. Et moi, je l'ai félicité, je lui ai dit, ah, c'est super de faire ça. Il m'a dit, mais vas-y, parce que si tu as les moyens de t'exprimer et que ton propos il soit médiatisé, il faut aller parce que c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Et il n'y a pas de légitimité, de question de légitimité, c'est il se passe des choses horribles, il faut aller les raconter. Et il y avait à cette époque-là, dans les journaux, quelque chose qui s'appelle l'appel de Calais ou l'appel des 800, et qui était un appel à toutes les personnes qui peuvent s'exprimer, comme des photographes, des gens qui travaillent dans le cinéma, des dessinateurs, d'aller là-bas et de faire quelque chose pour témoigner. Et en fait, je travaillais à l'époque avec Yasmine Bouaga, qui est chercheuse, qui est donc sociologue. On avait une collection de bandes dessinées sociologiques qui s'appelle Sociorama. Et elle me dit, ah ben moi je viens avec toi parce que je voudrais voir aussi, parce que ça m'intéressait beaucoup les camps de réfugiés, les migrations. Elle avait elle-même fait une partie de sa thèse sur les camps de réfugiés palestiniens. Donc on part toutes les deux et en fait quand on est arrivé là-bas, on a eu un choc, on a eu je pense toutes les deux le choc de notre vie presque. Et puis on a appris en arrivant que le camp allait être détruit dans les 6 mois. Donc on s'est dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un scandale et en même temps c'est incroyable. Il faut qu'on en parle et en plus on est obligé de le faire maintenant parce que dans 6 mois il n'existera peut-être plus. Bon, moi j'ai contacté Le Monde, le journal Le Monde, et puis je leur ai dit voilà j'ai une idée, faire un blog sur la jungle de Calais. Donc raconter en fait, une chronique et raconter ce qui se passe. Ils m'ont dit ah ben super d'accord. Pendant 6 mois on a même habité à Calais. On a fait des allers-retours à l'époque. Moi j'habitais à Paris. Elle parle arabe, donc ça nous a beaucoup aidé parce que dans le camp, il y avait des personnes arabophones. Il y avait des Soudanais notamment, mais parfois aussi des Syriens et des gens du Koweït. C'était plus rare, mais en tout cas, on a pu du coup communiquer avec les gens du camp et on a raconté ce qu'on voyait. Avec son côté scientifique, elle a beaucoup, elle a permis que l'enquête elle soit vraiment bien faite et qu'elle soit pertinente parce qu'elle avait des idées, des enjeux que moi, toute seule, je pense que j'aurais eu la flemme, j'aurais pas pensé. Elle était prête à aller à des endroits, faire des réunions extrêmement ennuyeuses parce que ça l'intéressait de comprendre le mécanisme. Donc à la fin, on a pu faire ce livre que moi j'aime beaucoup personnellement. Je pense que c'est le livre avec HP, c'est les 2 livres qui ont été le plus important pour moi de ma carrière parce que c'est aussi ce qui me plaît de plus en plus, c'est de faire du documentaire en BD en fait. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment parce qu'on a été choqués en fait, au niveau en tant que personne humaine et en tant que citoyenne française. C'était quand même vraiment scandaleux d'avoir ça en France. Ouais. Et pareil pour un tournoi à Beyrouth, là c'était ton idée, tu étais envoyé pour raconter la vie des gens LGBTQ au Liban, c'est ça où tu étais Non, en fait, alors pas tout à fait. En fait, j'ai été invitée au Liban par une ONG qui s'appelle Solidarité Internationale pour faire, participer à une bande dessinée collective sur le thème des camps de déplacés syriens, comme on était vraiment en pleine guerre en Syrie. Et donc, eux, cette ONG travaillait sur l'hygiène. Donc, ils allaient dans les camps, ils fabriquaient des toilettes, des sanitaires, ils faisaient de la sensibilisation à l'hygiène. Et donc, cette ONG nous a invités pour faire ce livre. Et donc, il y avait 4 auteurs libanais, une autrice syrienne et moi qui étais l'auteur invité de l'étranger. Et donc, en fait, c'est pour ça que le début de mon livre, ça parle des camps de réfugiés. Et après, en fait, je suis revenue 4 mois. Et là, j'ai fait plus une bande dessinée plus légère sur ma rencontre avec l'upper class, avec la classe aisée libanaise. Et là, c'est plus... vraiment, c'est plus léger, c'est plus mon ressenti en tant que Française par rapport à toute une classe sociale qui est qui est polyglotte, qui parle tous 3 ou 4 langues, qui est très cultivée et qui a des côtés que moi, en tant que Française et Européenne, j'ai du mal à comprendre par rapport à la richesse, quoi. C'est des gens qui sont beaucoup plus riches, en tout cas qui ont l'air beaucoup plus riches que moi. Voilà, donc il y a vraiment 2 parties. La première, elle est plus sérieuse et la deuxième, elle est plus anecdotique, on va dire. Voilà.
il y a une chose aussi, dans ton année exemplaire, c'est assez drôle parce que tu es portrait comme quelqu'un qui traîne beaucoup à jouer Oui, non, le Clash Royale, c'est ça. oui, Clash Royale. Oui. Je leur ai fait de la pub. Hein. Et après entre juste et après tu laisses passer que tu fais 1000 projets en même temps, donc il y a une petite fausse image de toi comme quelqu'un de paresseuse. Je sais pas l'impression que j'ai après quand je vois tout ce que tu as produit pendant cette année. Oui, mais parce que je suis quelqu'un qui est pas du tout régulier. C'est-à-dire que je peux ne rien faire pendant très longtemps et d'un coup, je suis tout en même temps. Il y a des journées entières où je peux rester au lit à faire rien, mais après le lendemain, comme par exemple aujourd'hui où je me retrouve avec 40 trucs à faire dans la même journée et c'est pour ça que ça donne l'impression que c'est bizarre parce qu'on se dit mais comment elle peut faire tout ça et en même temps rien. Mais pourtant c'est vrai, je n'arrive pas à, on va dire, à équilibrer Ça mon semble, planning. il me semble que ça marche bien quand même. Ça marche bien pour toi. Ouais, bah après c'est un peu fatigant, mais oui, ça marche bien, mais aussi parce que j'ai aussi un travail personnel que j'ai fait sur moi-même ces dernières années. Je pense que le confinement et le Covid, ça a beaucoup forcé à réfléchir, mais où je me suis rendu compte de ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie, quoi. Et juste courir après les contrats et faire de la BD, ça suffisait plus. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai lancé des gros projets et j'aurais pas pu le faire avant, je pense. Là, j'avais vraiment aussi l'âge. Beaucoup de gens, surtout les femmes, se plaignent de vieillir, mais moi, je trouve que d'avoir l'âge que j'ai, c'est-à-dire 43 ans, c'est un très bel âge parce que je suis beaucoup plus crédible qu'avant. Les gens ont plus de respect pour moi parce que je suis plus vieille, j'ai plus d'expérience dans mon travail et du coup, je peux faire des projets beaucoup plus ambitieux et les gens ne me regardent pas comme une folle parce que j'ai l'âge que j'ai et du coup, j'aime bien, moi, avoir. En fait, j'apprécie bien d'avoir 43 ans là. Même si j'aime pas, comme le livre le montre, hein, je trouve que je pourrais être plus mince, je grossis, j'ai des rides, mais en même temps, j'aime bien le statut social en fait que j'ai en ce moment. Je trouve qu'il donne beaucoup de pouvoir et de pouvoir d'action. Et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. Après, je sais qu'il y a un autre âge de la femme, en tout cas dont on parle en France, qui après 50 ans, on peut être un peu invisibilisé. Mais je trouve que la quarantaine, c'est vachement intéressant professionnellement en tout cas. Ah, c'est bien de savoir. Je suis bientôt là. J'ai 40 ans en février. J'aurai 40 ans. Ah, bah tu vas voir, d'un coup, tout va prendre du sens. Ouais, super. Mais merci beaucoup, Lisa, d'avoir accepté de faire cette interview. Mais avec plaisir et Johanna, on doit absolument se revoir. On ne peut pas rester 5 ans sans. Mais non, 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 j'ai très envie de. J'ai presque 40 choses à faire après, mais j'aimerais bien te parler aussi un autre jour quand tu as le temps. Oui, mais même, bah, peut-être là, je sais pas quelle heure il est, mais on peut parler un peu après, ou on peut parler à un autre moment et réfléchir à comment on peut rendre ça possible de se revoir, quoi. Soit que je vienne à Stockholm, soit que tu viennes à Marseille, je sais pas. Mais oui, c'était très long là. Ouais.